Alors, Aurélie Trouvé, je crois, pour la France Insoumise. Pauline et Lou pour l'UCL. Boris pour la gauche éco-socialiste. Yoletti pour Rejoignons-nous. Et Laurent Lévy pour Ensemble. Et Laurent pour le NPA aussi. T'interviens? Ah, ok. Donc, on va commencer. Donc, je vais vous indiquer un timing. Vous disposez toutes et tous de 8 minutes. Et je vais vous faire des petits gestes. Quand je fais ça, c'est 3 minutes, ça va? Et voilà, il y a une petite feuille. Parce qu'on a un timing assez serré. Les camarades vont intervenir pour 8 minutes chacune. Il y aura un échange avec la salle qui va laisser des prises de parole de 4 minutes. Et puis, on reviendra sur les camarades de la tribune pour des conclusions de 5 minutes. Et on est obligé de minuter pour pas trop déborder et aller manger. Voilà. Du coup, je vais passer le micro tout de suite à Laurent. Il y a un énorme enjeu. Voilà. Laurent pour le NPA. Merci. Merci, Dras. Peut-être rappeler une chose, c'est que si on nous avait dit il y a quelques mois qu'on se retrouverait ici pour discuter de notre bilan d'une campagne électorale avec le Parti socialiste et quelques autres, on aurait été surpris. Bon, voilà, c'est la première chose. Bon, si on l'a fait, c'est pas parce qu'on a changé notre vision de voir les choses, mais parce qu'il fallait répondre à une question urgente, un problème majeur. C'était que pour la première fois dans l'histoire de ce pays, l'extrême droite risquait d'arriver au pouvoir par les élections, ce qui s'était encore jamais vu. Bon. Face à ce risque, on n'a pas modifié notre manière de voir. On pense toujours qu'il y a deux gauches. Il y a une gauche avec laquelle on peut engager des opérations de rupture, ce sont l'ensemble des organisations qu'on a invitées, et il y a une autre gauche, essentiellement dominée par le Parti socialiste, qui est une gauche de gestion, avec laquelle, en fait, on ne peut pas construire de projet de transformation sociale. Bon. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas construire de projet de transformation sociale qu'on ne peut pas construire un front antifasciste avec eux. Et de ce point de vue, on considère qu'il était absolument nécessaire pour nous, c'était même la seule carte, et je crois que l'histoire a montré que la carte était juste, qu'il fallait soutenir le front le plus large parce que c'était le seul outil qu'on avait pour barrer la route au Rassemblement national. Cet élément a été d'autant plus intéressant que le Nouveau Front Populaire, et c'est une différence entre le Nouveau Front Populaire et la NUPES, n'est pas né seulement comme une addition d'appareils politiques, n'est pas né seulement, en partie, mais pas seulement, autour d'une table où étaient les différents partis, les grands partis politiques de gauche. Il est né d'abord et avant tout parce qu'il y a eu une aspiration politique populaire majeure au lendemain des européennes, au lendemain des dissolutions, dans lesquelles on a vu se développer l'aspiration à un front populaire qui est parti en fait de la base, avec des manifs dessus, avec des cris d'unité, et qui fait qu'aucun des partis de gauche n'était de toute manière en capacité de résister à cette pression, était obligé en quelque sorte de s'entendre. La référence même au Front populaire qu'il y a dedans n'était pas tellement la référence gouvernementale de 1936. C'était la référence au 12 février 1934, c'est-à-dire à la réponse populaire à la menace fasciste. Et c'est ça qui était fondamental dans cette opération. Et de fait, ça n'a pas seulement été un cartel d'organisation politique, mais ça a été aussi, comme le 12 février 1934, un cartel d'organisation tout court, avec des syndicats, avec des associations qui sont rentrées dans le Front populaire. Et c'est cet élément qui a différencié les choses du Nouveau Front populaire de ce qu'était la NUPES, avec cette capacité à avoir un élan populaire, à avoir un souffle nouveau, et dont il faut souligner quand même le résultat. C'est-à-dire qu'au fond, la constitution du Nouveau Front populaire a permis d'empêcher l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir, tout simplement. Et c'est énorme. Et de ce point de vue, c'est une victoire extrêmement importante sur laquelle il faut aujourd'hui qu'on s'appuie. Alors, si on a invité les différentes organisations à discuter avec nous lors de notre université d'été de cette question, c'est parce que justement, ça nous semble un enjeu majeur demain, dès la rentrée, de pouvoir faire vivre le nouveau Front populaire. C'est d'abord
une nécessité absolue. Parce qu'il ne faut pas se tromper sur le résultat des élections législatives. Si le RN n'a pas obtenu une majorité au moins relative de députés, c'est à cause des institutions non démocratiques de la Ve République. Le RN, aujourd'hui, a fait la preuve, et l'extrême droite, d'une manière générale, a fait la preuve, qu'aujourd'hui, ils sont en capacité de réunir dans les 11 millions de suffrages. Le RN a fait la preuve qu'il est aujourd'hui peut-être le mieux placé pour gagner l'élection présidentielle de 2027. C'est-à-dire que la question de la possible arrivée au pouvoir du RN, elle continue plus que jamais à se poser. Il faut faire très attention à une chose, c'est on sait que les émotions, on les a qu'une fois. On se rappelle en 2002, par exemple, quand on avait eu Le Pen à 20%, ça suscitait une émotion énorme. Et la deuxième fois, Le Pen a fait 20%, plus du tout. Il faut faire très attention au fait que là, on a une émotion très forte, avec le risque de possibilité de prise de pouvoir, mais qu'il faut faire attention à ce que cette possibilité de prise de pouvoir à la prochaine élection qui perturbe encore aujourd'hui, ne doit susciter aussi la même émotion. Et ça dépend aussi beaucoup de nous, de notre capacité militante à faire perdurer ces cadres antifascistes qui sont absolument, absolument nécessaires. Et puis, c'est aussi notre responsabilité, parce qu'on a vu dans ces campagnes, alors elles ont été diverses, je ne veux pas les repeindre toutes en rose, chacun des expériences peut être contrastées, mais globalement, là où nous, on a été présents, on a constaté quand même qu'on a pu mener des campagnes extraordinaires, avec des militants, pas l'addition des militants des partis, avec des militants venus de partout, voilà. Et sur un enthousiasme énorme, avec aussi le soir du résultat, un sentiment majeur de victoire, une victoire qu'on n'a pas tous les jours. Bon. Et de ce point de vue, on pense que c'est notre responsabilité aujourd'hui, à nous plus particulièrement qui sommes des organisations de gauche de rupture, de pouvoir faire vivre cet espoir qu'a été le Nouveau Front Populaire dès la rentrée dans les semaines, les mois qui viennent. Faire vivre le Nouveau Front Populaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire en faire une réalité militante, en construisant des comités Front Populaire à la base, partout. Il y en a déjà un certain nombre qui existent, ils doivent se développer partout dès la rentrée. Faire aussi des comités à la base, ça veut aussi dire que ce soit autre chose qu'un club autour des députés. Ce n'est pas un lieu pour discuter de l'intervention des députés. C'est un lieu pour intervenir dans la politique, pour discuter ensemble, avec des possibilités aussi de coordination de ces comités. Et là aussi, nous, en tant qu'organisation, on a des possibilités d'impulser des choses si on s'y met en tout cas tous. Et puis, évidemment, faire du Nouveau Front Populaire un outil militant, ça suppose aussi que nous, en tant qu'organisation, nous pesions pour que s'organisent des campagnes à l'échelle nationale, des campagnes militantes qui permettent de faire peser sur les choses réellement, qui permettent aux gens de s'organiser, qui permettent que sorte de ça quelque chose. Et je terminerai sur ça. C'est un élément essentiel, parce que si les choses restent figées comme elles sont aujourd'hui, si la politique reste un élément institutionnel, comme c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, eh bien mécaniquement, tout cela va profiter au RN. Si nous sommes capables, en revanche, de mobiliser, de construire des luttes, de faire changer tout simplement les sujets dans la société, qu'on parle de nos luttes, qu'on parle par exemple de la question des salaires, qu'on parle de la question de l'augmentation du SMIC, qu'on parle de ces questions-là, qu'on fasse militer des gens autour de nous, à ce moment-là, là, nous avons la possibilité de faire bouger les lignes et d'éviter l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Merci Laurent. Je vais maintenant passer la parole à Aurélie pour la France Insoumise. Bien, bonsoir à tous. D'abord, je suis très heureuse d'être parmi vous. Donc, merci pour l'invitation. Voilà, je commence à être une habituée des journées d'été du NPA et j'en suis, voilà, j'en suis très heureuse. Je vous prie de m'excuser pour le retard. En fait, j'animais le meeting final de la France Insoumise à Valence et il se trouve que ça finit plus tard que prévu. Un grand merci à Dras qui a fait l'aller-retour pour venir me chercher, enfin bref, à un certain endroit. Donc, voilà, c'est... ce qui me permet quand même d'être, enfin même avec une demi-heure de retard, d'être quand même ici.
Voilà, peut-être quelques mots d'abord sur le moment que l'on vit et comment nous, on le vit, en tout cas à la France Insoumise, et puis aussi pour engager un débat avec les autres intervenants, évidemment avec vous. Évidemment, on le vit comme d'abord une accélération de l'histoire. Alors certes, on n'a pas la crise de régime et pas nouvelle, simplement elle prend une nouvelle intensité, avec quand même une dimension qui est de plus en plus prégnante, c'est le fait que l'expression populaire, cette expression, qu'elle soit dans la rue ou dans les urnes, eh bien, elle est de plus en plus ignorée par le pouvoir, par les gens au pouvoir. Alors là aussi, c'est pas nouveau, puisque déjà depuis au moins 2016, on a des mobilisations massives contre la loi travail sous Valls, et donc sous une présidence PS, qui est complètement ignorée par le pouvoir. Mais enfin, en tout cas, on est ici maintenant à un moment encore plus, encore plus grave, qui fait que, eh bien, on a tout simplement un président de la République et ses forces politiques qui ont perdu 2 élections, à savoir les élections européennes et les élections législatives, qui laissent un gouvernement démissionnaire en place, sans doute encore un petit moment, hein. C'est pas tout à fait fini. Pourquoi? Ça a permis quand même beaucoup de choses, hein, pour le gouvernement démissionnaire. D'abord de faire en sorte que des ministres puissent voter comme députés et faire élire Yael Braun-Pivet, parce que c'est quand même grâce ou à cause de ça que la présidente de l'Assemblée nationale est présidente aujourd'hui. Ensuite, parce que ça leur permet aussi qu'il n'y ait pas de motion de censure. C'est-à-dire, tant qu'il y a un gouvernement démissionnaire, il n'y a pas de motion de censure possible. Et il n'y a pas de contrôle parlementaire possible, il n'y a aucun compte à rendre vis-à-vis des députés qui viennent d'être élus. Donc c'est quand même une situation extrêmement, entre guillemets, confortable, quoi qu'on en pense, pour le président de la République autocrate en place, quoi. Et donc on en est aujourd'hui à un record de jours, hein. Je crois qu'on a 40 jours de gouvernement démissionnaire, c'est-à-dire plus que sous la 5e ou même la 4e République. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on relance et que, enfin, disons, on maintient la pression au maximum, en tout cas du côté de la France Insoumise. On l'a maintenue, vous l'avez vu hier, hein, la question qu'on a posée, qui est, si c'est vraiment la France Insoumise qui vous embête, chiche, faites-le sans la France Insoumise, parce que faites-le sans la France Insoumise, c'est-à-dire le programme du nouveau Front Populaire avec Lucie Castet, sans la France Insoumise. Bon, évidemment, on s'attend... on a déjà des premières réponses, hein, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas s'en empêcher. Donc vous avez vu les réponses, hein, déjà. Par exemple, Retailleau qui a dit de toute façon je ne veux pas de programme et pas de député LFI. Et carrément Jean-René Cazeneuve qui dit de toute façon on ne veut pas de LFI à l'Assemblée nationale. Mais c'est voilà, bon, au moins les choses sont claires. Ils veulent une dictature, hein, donc voilà. Donc nous on l'assume parfaitement. Nous assumons le fait, l'avertissement sur la destitution. Et plus que ça, on appelle, et on l'a fait dès aujourd'hui, nous appelons à une mobilisation sans faille pour une destitution du président Macron si jamais il ne nomme pas Lucie Castet et s'il n'y a pas de gouvernement du nouveau Front Populaire. Je le dis quand même, c'est tout à fait faisable, hein, contrairement à ce qui est raconté, y compris parfois nos partenaires. Tout à fait faisable, puisqu'il faut un 10e de députés, c'est 58 députés, rien que la France Insoumise, on est au-dessus de ça. Il faut une majorité au bureau de l'Assemblée nationale, ça tombe bien, on en a une au sein du nouveau Front Populaire. Il faut 2/3 de députés à l'Assemblée nationale, en tout cas ça les mettra au moins face aux responsabilités, puisqu'il se trouve qu'il y a moins d'1/3 de députés macronistes. Donc c'est tout à fait faisable, et puis pour nous c'est évidemment absolument nécessaire, parce que le premier responsable de cette situation, de toute manière, et surtout évidemment si... il y a un gouvernement qui n'est pas celui du nouveau Front Populaire. Il faut pouvoir cibler le premier responsable qui est Emmanuel Macron. Donc on assume parfaitement, nous, d'annoncer que dans les jours et les semaines qui viennent, nous lançons, et nous espérons qu'évidemment on sera tous ensemble pour ça, nous lançons une grande mobilisation, une campagne pour la destitution d'Emmanuel Macron, si évidemment ce n'est pas Lucie Castet, le nouveau Front Populaire qui gouverne. Voilà. Juste deux éléments quand même par rapport à tout ce qui s'est passé depuis quelques semaines et qui aussi, pour avoir quelques éléments de perspective. D'abord, je le dis aujourd'hui, je pense que une bonne nouvelle, c'est quand même que depuis des années, et particulièrement les derniers mois, la gauche de rupture est au barycentre de la gauche aujourd'hui.
Parce que le programme du nouveau Front populaire, c'est peu ou prou le programme de la NUPES qui n'est quand même pas très éloigné, voire très peu éloigné du programme de l'Avenir en commun et de la France insoumise. On le voit aussi au niveau des chiffres, puisque sur les européennes, en fait, ce qu'on peut appeler la gauche d'accompagnement a perdu 400 000. Alors là, je reprends les chiffres de Palombarini, je ne sais pas si vous le connaissez, de Stefano Palombarini, qui dit lui-même, voilà, en fait, cette gauche d'accompagnement a perdu 400 000 voix aux européennes. La France insoumise en a gagné 1 million. Voilà. Pour vous dire à quel point nous sommes en dynamique, y compris au sein de la gauche, pour imposer une ligne qui soit celle de rupture. C'est pour ça aussi qu'on insiste sur le programme, qui est pour nous le bien commun le plus précieux, parce que ce programme, selon nous, est un programme de rupture. Maintenant, la mauvaise nouvelle quand même, je suis désolée, je vais peut-être... pour nous, c'est quand même l'extrême droite quand même, parce que certes, on a réussi, on a fait en sorte que l'extrême droite ne gouverne pas, mais enfin... L'extrême droite aux européennes, c'est plus 3 millions de voix quand nous en avons fait plus 1 million côté France Insoumise. D'accord ? De la même façon, ils ont 40 députés de plus quand même. Voilà. Donc oui, clairement aujourd'hui, avec l'effondrement du bloc bourgeois, nous avons plutôt, je dirais, un renforcement du bloc d'extrême droite, même si le bloc de la gauche de rupture a tendance à se conforter, mais pas aussi rapidement que le bloc de l'extrême droite. Donc bien entendu, la lutte antifasciste reste une lutte absolument centrale. Et voilà, de ce point de vue-là, nous n'avons pas encore défait l'extrême droite. Oui, ça va rester un enjeu immense. Il me reste 1 minute. Juste pour finir sur une chose, une des raisons qu'on peut avancer, évidemment, bon, moi, sur le truc rural d'un côté, urbain de l'autre, je crois que ça ne marche pas, cette affaire. Du coup, le rural voterait extrême droite, les urbains machin, etc. En vrai, ce que montrent beaucoup de sociologues, c'est que une des raisons principales du vote à extrême droite, c'est le délitement de la vie politique, des réseaux, par exemple le taux de syndicalisation, c'est-à-dire l'effondrement du syndicalisme et de la syndicalisation dans les territoires, dans les communes, dans les quartiers. C'est ça qui explique, en tout cas, c'est corrélé au score de l'extrême droite. Ce qui veut dire aussi, pour finir là-dessus, que évidemment, dans nos alliés principaux, je veux dire dans les raisons principales pour lesquelles on arrivera à imposer une gauche de rupture, c'est aussi évidemment le fait que les mouvements sociaux et notamment leurs formes organisées syndicales et associatives reprennent tout le poids qu'elles doivent reprendre. Et de ce point de vue-là, le fait aussi qu'on ait un nouveau Front populaire avec la CGT par exemple, la FSU, le planning familial qui est appelé à voter le nouveau Front populaire, ça redessine aussi évidemment les alliances et les luttes qu'on peut porter ensemble. Et donc, évidemment, pour finir là-dessus, nous, et je crois que nous partageons ensemble, en tout cas la France insoumise, c'est très clair, c'est que la bataille ne se jouera certainement pas seulement dans les institutions, elle se gagnera avant tout dans la rue et dans nos alliances aussi, avec ces formes organisées et non organisées de la résistance. Merci Aurélie. Je vais maintenant passer la parole à Boris, du coup, pour la gauche éco-socialiste. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Donc, ça a été dit un peu par ceux qui sont passés avant moi. Donc, le problème central auquel on a affaire, c'est l'extrême droite et le fait que l'extrême droite peut arriver par les urnes au pouvoir. Donc là, c'est l'enjeu majeur pour pouvoir analyser la séquence, et c'est à partir de là qu'on doit essayer de trouver ce qu'il faut faire et vers quoi il faut aller. Donc, il faut bien évidemment arriver à lutter contre la banalisation de ces idées et à nécessiter de trouver une réponse large face à cette montée de l'extrême droite, parce qu'on l'a vu aux européennes, ça a été dit, mais le grand vainqueur des scrutins qui sont passés aux européennes ou même au premier tour des législatives, c'est quand même le RN et donc l'extrême droite. Et c'est, comme a dit le camarade du NPA, grâce à des institutions non démocratiques, qui est donc le législative à majorité, un vote à majorité à 2 tours, qui fait qu'on n'a pas l'extrême droite au pouvoir. Et donc on a gagné, avec ce sursaut sur lequel je vais revenir, on a gagné un petit sursis. Mais pendant ce sursis, il va falloir voir ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire ensemble. Alors, grâce à quoi on a eu ce sursaut? Moi, je pense qu'effectivement, on a eu ce qu'on aurait pu penser avoir juste après les européennes s'il n'y avait pas la dissolution. On a eu un mouvement dans la population qui s'est mobilisé en ayant
horreur de se dire qu'un jour, ils allaient se lever avec l'extrême droite, le RN, au pouvoir. Et donc, on a eu la réaction qu'il y avait eu en 1934. Eh ben, on l'a eu, nous, après la dissolution, où les gens se sont mobilisés fortement pour qu'il n'y ait pas de RN à Matignon. Et ça a donné des choses comme le Nouveau Front Populaire, mais qui est une association, une fédération, un regroupement de forces politiques qui n'est pas comme le Front de gauche, qui n'est pas comme la NUPES, qui est complètement différent. Ça a été un peu dit, mais je voudrais insister là-dessus. Le Nouveau Front Populaire n'est pas né de la LFI. Le Nouveau Front Populaire n'est pas né, bien sûr, du PS ou de LV ou d'autres. Le Nouveau Front Populaire, il a été imposé. Il a été imposé par les forces politiques dès le lundi. Dès le lundi, il y a eu des pétitions, des appels de différents endroits, de différentes associations, des syndicats ou autres, pour dire « vous devez vous unir ». On doit avoir une union, et la première image qui venait, parce que ça faisait référence à 34 et 36, c'est le Front Populaire, le Nouveau Front Populaire. Et c'est ça qu'il faut bien voir, parce que du coup, c'est pas la même chose comme regroupement que lors du Front de gauche ou comme dans la NUPES. Ça veut dire que cette fois-ci, ce Nouveau Front Populaire n'est pas la propriété ni de LFI, ni de LV, ni du PS. Ça veut dire que c'est un bien commun de toutes celles et tous ceux qui ont voulu dire qu'il fallait répondre aux urgences sociales, écologiques et démocratiques et qu'il fallait répondre à l'urgence politique d'une extrême droite qui pouvait arriver au pouvoir. C'est ça que ça a dit. Du coup, ça donne des possibilités, contrairement à l'expérience du Front de gauche et contrairement à l'expérience du de la NUPES. Ça veut dire qu'il faut se saisir de cet outil à toutes les échelles, qu'elles soient locales, nationales, qu'elles soient dans les entreprises, dans les universités ou partout, pour qu'il y ait des comités du Nouveau Front Populaire pour faire perdurer cette dynamique. Alors, pour les mobilisations, mais pas que, parce qu'on s'est mobilisé aussi autour d'un programme. Et donc ça, c'est un peu un complément par rapport à ce que disait le camarade du NPA, c'est-à-dire qu'on a un programme. C'est un programme qui est social-démocrate. C'est pas un programme qui est hyper en rupture par rapport au capitalisme ou autre. Il n'y a pas d'incursion énorme dans la propriété ou autre, mais il y a quelques mesures phares qui permettent de changer la vie des gens, là, maintenant, tout de suite, et sur lesquels il faudra se mobiliser. Donc ça veut dire qu'on a un programme avec des mesures d'urgence fortes sur les retraites. Je pense que ce n'est pas anodin si on arrive à faire l'abrogation de la réforme des retraites qui poussait à 64 ans après la mobilisation qu'il y a eu, sur le SMIC, sur les salaires, et même sur des mobilisations écolo comme le moratoire sur les bassines. Toutes ces choses-là font qu'on a un outil qui n'appartient à personne. Même le logo, il y a eu une bataille pour savoir qui allait se posséder à l'INPI le logo. Le logo, il appartient à personne. Ça s'est vu d'ailleurs avec les législatives et de nombreux procès qu'il y a eu à ce moment-là. Donc le logo appartient à personne. Le NFP, c'est le bien de tout le monde. Donc à nous de le construire à toutes les échelles. Ça, c'est la chose qui est importante. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là? Nous, il nous semble qu'une des revendications, c'est bien sûr monter, une des choses à faire, c'est monter ces comités de base, et avoir des coordinations départementales, échelle des villes ou autres, se baser sur le programme et se battre sur les mobilisations sociales qu'il peut y avoir, les mobilisations écolo. Mais aussi, il y a une bataille un peu institutionnelle à mener, et c'est celle qui on va avoir le dénouement d'une première séquence, en tout cas d'ici mercredi, c'est faire le forcing, peser, se mobiliser pour que le résultat des urnes ait une traduction dans les institutions et qu'on ait un gouvernement du Nouveau Front Populaire qui soit nommé à partir de mercredi. Ça, c'est une chose qui est importante. C'est important parce qu'il y a une mobilisation électorale qui a donné ce résultat, mais c'est important parce qu'avec ce gouvernement, alors je ne sais pas s'il va durer 3 jours, 1 semaine, 3 mois ou plus, mais avec ce gouvernement, on va pouvoir gagner par décret, par tout un tas de chemins, on va pouvoir gagner des choses, des mesures d'urgence fortes, et notamment, je reviens dessus, la réforme de la retraite, l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans. C'est des éléments très importants. On n'a pas eu de victoire depuis très longtemps. La gauche, notre camp social, a besoin d'avoir des victoires. C'est avec ces victoires qu'on arrivera à construire la mobilisation contre l'extrême droite. Et donc, il faut absolument qu'on fasse pression pour qu'on ait Lucie Castex au gouvernement, qu'on ait un gouvernement du Nouveau Front Populaire. Et moi, je salue les camarades de la France Insoumise, la direction de la France Insoumise, qui a pris la décision, qui n'est pas une décision simple, et qui a su se hisser à la hauteur du moment en disant « Ok, puisque, soi-disant, ce qui bloque, c'est le fait qu'il y ait des ministres de la France Insoumise dans ce gouvernement, on sera un soutien critique. » Alors j'espère que ce ne sera pas comme en 36 Torres, tout ça, mais en tout cas, il y aura un soutien critique, et ça va dire que le débat
la balle est dans le camp de la droite et des macronistes, et on verra d'ici mercredi ce qui sera fait. Et alors il y a deux cas de figure. Soit on a un gouvernement du nouveau Front populaire avec Castex, et alors là on rentre dans une dynamique, pourquoi pas, de mobilisation sociale, et on est dans un scénario, pourquoi pas, juin 36 ou d'autres, où on essaye d'avoir des conquêtes autres que celles juste de gagner les mesures d'urgence. Ou alors il y a un déni complet de démocratie et un déni complet des résultats de ces élections. Et à ce moment-là, on a un affrontement qui doit se faire et une amplification de la crise politique. Ça veut dire que cette amplification de la crise politique, ça va passer par des batailles institutionnelles avec nos camarades députés qui sont à l'Assemblée nationale, mais ça va se faire aussi dans les entreprises, dans la mobilisation sociale, et pourquoi pas sur les places, pourquoi pas des mobilisations, puisqu'il y a eu cette irruption citoyenne, quand on pense au convoi de la victoire, on pense aussi à la réserve citoyenne sur Marseille ou d'autres, il y a eu des mobilisations suffisamment fortes pendant la campagne pour être optimiste sur le fait qu'il pourrait y avoir des mobilisations sociales, citoyennes, dans les rues, dans les quartiers, dans les villages, pour imposer un gouvernement du Front populaire et des mesures d'urgence dont on a vraiment besoin. C'est par là qu'on arrivera à lutter contre l'extrême droite et à faire en sorte que ce sursis, on le gagne pour longtemps. Merci. Merci Boris. Je n'ai pas trop respecté l'ordre que j'avais annoncé en début et je passe maintenant la parole à Pauline et Lou pour l'UCL du coup. Oui. Merci au NPA déjà pour l'invitation à cette table ronde à ces universités d'été. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on tenait à profiter de cette occasion pour réaffirmer notre solidarité pleine et entière au NPA face à la répression d'État et face au fascisme, face aux menaces de dissolution auxquelles a fait face le NPA et face aux tentatives d'empêcher de se tenir ces universités d'été par un député RN. Ensuite, on a une place un peu particulière dans cette table ronde puisqu'on est la seule force politique qui ne fait pas partie du NFP. Donc on va avoir un discours assez décalé et notamment moins enthousiaste et plus critique sur les potentiels qu'incarne le NFP. Et du coup, nous, là, la question, le sujet qui est au cœur qui est proposé, c'est celui du NFP, mais nous, on va plutôt essayer d'élargir pour réfléchir ensemble à ce qu'on entend comme meilleure stratégie de lutte face au fascisme. Donc moi, je vais plutôt parler de la position de l'UCL par rapport au NFP, et ma camarade va plutôt parler de nous, la stratégie alternative et les perspectives qu'on porte avec l'UCL. Donc évidemment, ça fait longtemps que la lutte antifasciste, plusieurs années déjà, c'est une préoccupation qui est au cœur de nos interventions. Et comme ça a été dit déjà, la dissolution, elle a eu un effet d'accélération qui nous a forcé à bousculer nos habitudes. Et donc cette année, pour la première fois depuis l'histoire de l'UCL, qui existe certes que depuis 2019, mais on a appelé à voter pour le NFP, au sens d'un vote antifasciste qui était nécessaire, et on se réjouit qu'il ait joué son rôle, mais c'était donc un soutien temporaire et tactique au NFP, sans illusion ni scrupule, donc sans scrupule parce que c'était dans un moment absolument crucial, c'était un moyen qu'il ne fallait pas refuser pour tenter de barrer l'accès au pouvoir et au gouvernement au Rassemblement national, et sans illusion parce que pour le coup c'est pas dans la stratégie ou la forme du NFP qu'on place nos espoirs de changement social ou de faire reculer durablement l'extrême droite, parce qu'on pense que seule l'action du prolétariat dans son ensemble peut changer le monde, et que cette action, elle prend forme dans des luttes et dans des organisations populaires et pas dans l'espoir d'un changement institutionnel. Comme nos forces, elles sont limitées, comme ça a été discuté aussi aujourd'hui dans d'autres discussions, on a fait le choix de concentrer nos forces sur des leviers qui nous semblent plus centraux dans le recul du fascisme et pas dans une union qui, ni dans sa forme, ni dans sa proposition politique, ne remet vraiment en jeu les rapports de pouvoir dans notre société. Parce que aussi nécessaire et vital, et on les soutiendra et on se mobilisera avec enthousiasme pour faire passer le programme du NFP, aussi nécessaires soient-elles, ces réformes, pour nous, elles ne permettent pas un changement social profond, ni une rupture avec l'ordre capitaliste. Et pour ce qui est de sa forme, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de dynamique de construction par la base jusqu'à présent de cette unité au sein du nouveau Front populaire. Nous, de ce qu'on a constaté, c'était beaucoup des appels à des bras pour aller coller des affiches, pour aller faire des tractages, mais on n'a pas vu beaucoup de discussions politiques, de construction par en bas, alors que ça aurait pu être constituer des espaces pour pérenniser cet engagement, et où de fait se sont engagés beaucoup de militants et militantes associatives, syndicales, le temps de la campagne, mais voilà, ça a manqué à notre sens de tentatives réelles, et on a du mal à voir quand on voit les composantes du NFP
comment est-ce que ça pourrait inverser la vapeur, et est-ce que les organisations qui sont à cette table ont le rapport de force pour réussir à impulser ça. Donc si on s'inscrit dans cette position extérieure au NFP, c'est pas une question de défaitisme, c'est que du coup on inscrit dans une proposition alternative que je laisserai ma camarade développer comme je l'ai dit. Et nous, on voulait profiter de cette table-là, puisque c'est des discussions qu'on a aussi entre organisations avec le NPA, mais du coup pour questionner le NPA sur le bilan que vous faites de la campagne de Philippe Poutou, sur pourquoi est-ce que vous avez pensé que c'était une bonne idée de la faire sous étiquette NFP, et sur les perspectives que vous voyez au-delà d'un barrage et d'une lutte antifasciste, sur les perspectives révolutionnaires que vous voyez, vous, dans le fait de s'inscrire à l'intérieur du NFP. Malgré nos critiques qu'on a du NFP, on pense que la lutte antifasciste, elle se doit d'être unitaire, mais on pense qu'elle doit être tenue par sa base. C'est-à-dire que nous devons nous-mêmes avoir notre calendrier de lutte et pas être uniquement à la remorque d'un calendrier qui serait électoral. On pense que cet antifascisme, il doit être avant tout antiraciste, parce qu'on voit qu'il y a une banalisation des idées racistes dans les médias et de fait dans la population, comme on a pu le voir avec les émeutes racistes qu'il y a eu au Royaume-Uni cet été. Et donc, du coup, il faut parler à la classe. Et il faut lui parler le plus largement possible, au-delà de nos collectifs, au-delà de nos organisations politiques, au-delà de nos syndicats. Il faut qu'on aille lui parler. Et comment est-ce qu'on parle à la classe? Nous, on a une proposition, c'est les syndicats, c'est les associations du mouvement social. C'est aller parler directement dans le monde du travail pour contrer en fait les votes racistes, les discours racistes, et il y a des organisations qui existent pour ça. Je pense notamment à VISA, Vigilance intersyndicale antifasciste. Et pour nous, ça permettrait de prendre l'extrême droite en étau. Alors qu'est-ce que je veux dire par étau? C'est-à-dire le prendre d'un côté entre une mobilisation populaire, antifasciste et antiraciste, et d'un autre côté dans une mobilisation, dans une lutte offensive pour nos acquis sociaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la mobilisation des retraites, mais à ce moment-là, l'extrême droite, elle était KO. Il n'y avait absolument pas la place à leur discours. Les médias ne parlaient pas toutes les 20 secondes d'immigration et d'autres rhétoriques racistes. On parlait uniquement d'acquis sociaux et l'extrême droite n'avait rien à dire là-dessus, c'était très bien. Donc pour le dire autrement, nous on pense que pour faire reculer l'extrême droite, il faut apporter un projet qui soit alternatif, un projet avec des valeurs de gauche pour nos acquis sociaux. Et du coup, comment est-ce qu'on fait ça? Ben nous on le martèle, il faut un mouvement social qui soit indépendant, un mouvement social qui soit offensif, qui puisse construire les contre-pouvoirs, c'est-à-dire les syndicats, les associations, et qui puisse s'opposer à l'État, qui ne soit pas juste à sa remorque. Parce que l'État, la Ve République, elle est moribonde, elle se meurt, elle est en train de se replier sur le fascisme pour grappiller les derniers petits bouts de pouvoir qui lui restent, c'est fini. Donc maintenant, comment est-ce qu'on construit un contre-pouvoir? Ben, nous, on a une proposition, ça serait l'unification syndicale entre les syndicats de masse et de lutte, la CGT, la FSU, Solidaire. Alors oui, il y a encore des obstacles à cette unification, mais la prise de conscience qu'on a eue en juin, la prise de conscience antifasciste, elle doit permettre de les surpasser. Et au-delà même des syndicats, au-delà même des associations, il faut qu'on aille, nous, vers la reprise d'un mouvement social commencé en juin qui soit fort, qui soit fédéré, démocratique, autogestionnaire, oui, mais capable d'un mot d'ordre offensif, de mot d'ordre clair. Le NFP ne doit pas être l'unique débouché de ce mouvement social. On doit pouvoir déboucher sur autre chose, avoir d'autres projets derrière, pousser pour de réelles avancées. Et du coup, pendant que nous portons ces idées au sein des contre-pouvoirs, nous, à l'UCL, on essaye de travailler contre l'extrême droite sur les thématiques réactionnaires qu'ils avancent tout le temps, donc avoir un contre-message antiraciste, anti-impérialiste, avoir une contre-offensive trans, et de manière générale, avoir un antifascisme de terrain populaire. On essaye de structurer notre classe, d'avoir un discours révolutionnaire qui est crédible, qui n'est pas dogmatique, qui est ancré dans les luttes et dans la société telle qu'elle est et pas seulement telle qu'on aimerait la voir. Nous, ce qu'on dit, c'est que la seule manière de mettre à terre l'extrême droite, c'est ce mouvement social fort, autonome et offensif. C'est un mouvement social pleinement antiraciste et la seule manière de le mettre
définitivement à terre l'extrême droite, ça sera la fin du capitalisme, un changement de société par la révolution, et on pliera l'extrême droite. Merci à vous deux. Je passe maintenant la parole à Yoleti pour Rejoignons-nous. Merci, et merci aussi aux camarades de NPA pour cette invitation. Pour Rejoignons-nous, la situation politique semble confirmer certaines idées qui étaient à la base, en fait, finalement, de la création de cet espace. D'abord, on le voit, donc on est tous d'accord, l'importance cruciale de la lutte antifasciste à tous les niveaux. Et clairement, ça doit être la priorité des prochaines années parce qu'en effet, c'est une menace existentielle à notre camp, mais en fait, c'est une menace concrètement dans la société qui est clairement là en face de nous. Un autre constat qui nous semble aussi important, c'est que même si on a donc cette menace fasciste, le fait est qu'on a aussi une disponibilité militante qu'on voit en fait dans les mouvements sociaux. Et dans ces mouvements sociaux, des personnes, des militants qui sont aussi disponibles à s'impliquer en politique. On voit ça avec des militants d'attaque, on voit ça avec des personnes de la CGT, mais aussi dans d'autres structures, en fait, mobilisation féministe, antiracistes, dans les quartiers populaires, etc. Et ceci, c'est beaucoup vu, en fait, dans la mobilisation, dans les élections législatives, autour de NFP et de soutien en fait, au NFP. Toutefois, et là peut-être qu'on on va rejoindre aussi un espace un peu critique, c'est qu'il nous semble de fait observer certaines difficultés toujours de la part des partis électoralistes à articuler les séquences électorales avec celles de mobilisation sociale. En gros, on peut avoir des objectifs, on va dire, de gouvernement, de gauche, qui peuvent changer en fait la réalité, mais de la même manière, on a du mal en fait à tenir cet objectif avec les acteurs mobilisés qui ont aidé de manière ou d'une autre à arriver au pouvoir ces partis. Et du coup, au sein de Rejoignons-nous, ces constats-là nous amènent donc à conclure au besoin d'une nouvelle organisation qui soit radicale et qui permette donc à la fois de peser sur les échéances électorales tout en faisant lien et en promouvant du coup la mobilisation sociale. Ce qui veut dire aussi aujourd'hui, désormais, de à la fois faire exister, donc, comme on disait tout à l'heure, le NFP, mais du coup le NFP non pas seulement par ses composantes partisanes, mais aussi par toutes les différentes forces sociales et politiques qui se sont inscrites dans cet espace-là. Et du coup, Rejoignons-nous se pense finalement comme un collectif qui existe depuis à peu près 2 ans, qui rassemble à peu près 1600 personnes inscrites sur un site internet, ne nous avançons pas trop non plus, et qui, avec le NPA ensemble et le PEPS, est à l'initiative d'une réflexion collective qui devrait être celle de comment construire cette nouvelle organisation radicale, donc qui ferait le lien entre espace institutionnel et électoral et mobilisation collective. Et c'est de ça qui est née l'alternative. Il y a quelques jours, quelqu'un m'a demandé, mais c'est quoi la différence entre Rejoignons-nous et l'alternative? Et en fait, c'est important, l'alternative, c'est cette proposition qu'on a aussi de rupture, de construire donc cette nouvelle force politique qui permettrait de faire le lien entre ces forces dont je parlais tout à l'heure. Alors, l'alternative est en construction. Justement, c'est vraiment en réflexion, en construction. Les contours de cet espace, de cette organisation politique sont en construction, mais ce que l'on sait déjà, c'est qu'on souhaite qu'elle soit un espace de lutte contre les diverses dominations dans leur hétérogénéité et sans les hiérarchies entre elles. En fait, pour nous, le système contre lequel on se bat, c'est à la fois capitaliste, patriarcal, raciste, écocide, validiste, etc., etc. Et du coup, ces dominations doivent être battues, ou en tout cas, on doit les affronter ensemble. En ce qui concerne spécifiquement le NFP, du coup, Rejoignons-nous, avec une inspiration unitaire, appelle aussi en fait à construire le NFP partout où c'est possible, en fait, les assemblées NFP partout, la participation en fait de différents militants dans ces espaces, c'est un appel auquel on s'est joint. Toutefois, sans que ce soit la seule chose, l'unique chose qu'on prétend faire à partir de la rentrée et qu'on ne s'enferme pas effectivement
dans les dynamiques institutionnelles, même si celles-ci ont évidemment leur importance. Et dans ce sens-là, du coup, bon, je vous parlerai plus en conclusion des quelques perspectives concrètes, mais en tout cas, en effet, on appelle maintenant, et dans ça, il y a un appel à nos camarades de NPA, mais il y a aussi un appel aux autres acteurs politiques qui sont avec nous ici. On appelle en fait à mettre en place ce dont on a déjà discuté depuis déjà quelques temps, c'est-à-dire à mettre en place cette alternative, à vraiment penser ensemble et commencer à tester ensemble les contours de cette nouvelle organisation radicale qui serait à la fois inspirée par l'internationalisme, par la lutte antiraciste, mais aussi par une recherche d'une organisation qui soit concrètement, structurellement démocratique dans son fonctionnement. Et sur ça, on sait qu'on a énormément de discussions à avoir et la construction de cette démocratie interne, c'est tout à fait du coup un challenge à construire ensemble. Pour penser au contour de cette organisation, du coup, le Rejoignons-nous a lancé une enquête militante par questionnaire qui a déjà donné déjà quelques résultats. Il y a un groupe de travail qui est déjà en train de dépouiller cette enquête dans laquelle on a demandé en fait aux camarades en général qu'est-ce qu'ils souhaitent, qu'est-ce qu'ils proposent, en fait, comment ils imaginent en fait cette alternative justement. Et l'objectif, c'est à la sortie de cette étude, en fait, de cette analyse de ces données-là, de proposer un texte de discussion qui sera soumis donc, non pas seulement aux militants ou aux sympathisants de Rejoignons-nous, mais aussi différentes organisations qui sont présentes aujourd'hui pour penser ensemble cette alternative. Une chose sur laquelle j'aimerais bien insister avant que mes 8 minutes passent, c'est que dans ce contexte dans lequel le NFP a signifié un grand espoir et en fait un moment, on va dire, pour la France, ça n'a pas été que pour la France, ça a été aussi à l'échelle internationale. Moi, je viens de Venezuela, je suis rentrée récemment de Venezuela, et en fait, dans le contexte vénézuélien dans lequel il y a une lutte de la part de la population contre l'autoritarisme du gouvernement Maduro, en fait, les organisations de gauche qui sont soumises à la répression par ce gouvernement se sont inspirées en fait de cette victoire de NFP, ont fait référence en fait à un nouveau Front populaire et ont commencé à construire un espace qu'ils appellent le nouveau Front démocratique et populaire, en faisant référence du coup au NFP. Et dans ce sens-là, ce qui me semble important, c'est de dire que le NFP n'est pas seulement une responsabilité à l'échelle française, mais c'est aussi une responsabilité à l'échelle internationale et internationaliste. Et dans ce sens-là, les composantes aussi de cet espace politique, me semble, sont appelées à clarifier et à affirmer leur position internationaliste en soutien à l'autodétermination des peuples et en particulier dans la recherche démocratique partout dans le monde et dans tout contexte. Merci Yoleti. Et pour terminer le tour de la tribune, je passe maintenant la parole à Laurent Lévy pour Ensemble. Merci. L'un des avantages de parler en dernier, c'est que tout a été dit. On peut se reposer un peu, d'autant plus quand on est d'accord avec l'essentiel, pas forcément tout, parce que c'est pas possible, mais l'essentiel de ce qui a été dit. Et de ce point de vue, non seulement je remercie le NPA de cette invitation, mais je remercie l'ensemble des gens que nous sommes d'avoir autant de plages d'accord fondamentales sur des questions essentielles, et c'est une très bonne chose à la limite. Après que Laurent a parlé en premier, je me suis dit, mais j'ai plus rien à dire, quoi. Hein. À quelques détails près, j'ai un ou deux désaccords avec ce que tu dis, mais enfin, bon, pour l'essentiel, nous y sommes. Alors, ce sur quoi je voudrais insister, puisque j'ai néanmoins la parole, c'est sur une chose qui a été dite, mais dont je crois qu'il faut vraiment prendre la mesure sur la nouveauté de la situation dans laquelle nous sommes, sur le caractère de phase historique nouvelle dans laquelle nous sommes entrés à la suite des deux séquences électorales successives. La dernière fois, et c'était aussi à l'occasion d'une dissolution de l'Assemblée nationale, mais la dernière fois qu'une élection législative a eu un véritable enjeu politique, ne faisait pas juste suite et sanction et conclusion d'une élection présidentielle,
C'est en 1997. Les gens qui avaient 18 ans en 97 ont 45 ans aujourd'hui. C'est-à-dire que si on a moins de 45 ans, on n'a jamais eu l'occasion de voter à une élection législative qui est un enjeu politique. C'est déjà en soi une nouveauté tout à fait remarquable. Il faut être beaucoup plus vieux que ça pour avoir eu l'occasion, c'est une autre nouveauté remarquable de la situation, de voter sur une alternative crédible. Pas de voter parce qu'on est dans l'opposition, parce que ceci, parce que cela, parce qu'on veut marquer un rapport de force, mais de voter pour une alternative avec un programme ou un contrat de gouvernement, ou appelons ça comme on veut, un pacte législatif qui se tient, qui est solide, qui est bon, qui est bien à gauche, et je ne dirais pas qui pouvait gagner, mais qui s'inscrit dans une dynamique gagnable. C'est la première fois pour les gens qui sont plus jeunes que moi, et je suis un vieux bonhomme. Voilà. Autre chose qui est la première fois depuis très longtemps, c'est le choix d'importantes organisations du mouvement social de participer à cette dynamique politique. Je ne sais pas depuis quand la CGT n'a pas fait un appel au vote explicite pour un candidat au UNIS, mais je crois que c'est 1974. Et là, on a, au lendemain même de l'annonce du Front populaire, et je n'insiste pas sur ce qui a été dit, cette annonce, elle résulte d'une volonté unitaire populaire de premier plan. Au lendemain, on a la CGT, la Ligue des droits de l'homme, Attac, que sais-je, des dizaines d'organisations du mouvement social qui, d'une manière ou d'une autre, disent « Ok, on en est. On y participe, on soutient, voilà, qui manifestent leur disponibilité pour participer à ça. » Et si le nouveau Front populaire peut gagner, c'est si cette dynamique-là se développe. Parce que construire le Front populaire, ça n'est pas simplement, c'est bien sûr, avoir des comités de Front populaire partout où on peut, etc. Ce n'est pas seulement ça. Je serais tenté de dire que ça n'est pas d'abord ça. C'est d'abord prendre au pied de la lettre la disponibilité manifestée par les organisations du mouvement social. Et là, je suis tout à fait d'accord avec une chose qui a été dite tout à l'heure. Le nouveau Front populaire, ça n'est pas une ressucée de la NUPES ou du Front de gauche. Il ressemble autant à la NUPES ou au Front de gauche que le Front populaire des années 30 ressemblait au cartel des gauches des années 20. C'est autre chose. C'est une chose à laquelle beaucoup d'entre nous avons appelé depuis longtemps un front populaire et social. Et un front, ce n'est pas une alliance, c'est pas c'est même pas un cartel. Parce que, bon, une alliance qui irait, capable de présenter des candidats qui iraient de Philippe Poutou à François Hollande, on sait que ça n'existe pas. D'accord ? Je ne partage pas l'idée de gauche irréconciliable, mais on sait que ça n'existe pas. Un front, c'est l'engagement, tout bêtement, de faire front. Parce que la condition de possibilité du nouveau Front populaire, comme dans les années 30, ça a été la réalisation soudaine que ce que tout le monde savait en réalité depuis un moment, la possibilité pour l'extrême droite d'accéder au pouvoir, devenait tangible, devenait immédiate. Et ça provoque un sursaut unitaire, rendu d'ailleurs facilité, disons, par l'habitude prise de l'unité à l'occasion du mouvement contre les retraites. L'unité syndicale a grandement favorisé l'idée que l'unité est possible en elle-même. Et puis, il y en a beaucoup qui ont mangé leur chapeau. Je pense en acceptant le principe du Front populaire, un François Hollande mange son chapeau. Et le même qui disait « Jamais on va s'allier avec la France insoumise ». Ben oui, d'accord, ok. Mais c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et un front, ça n'est pas un mariage, ça n'est pas une alliance. C'est un processus dans lequel chacun continue de lutter pour ses propres objectifs. Le Parti socialiste n'a pas fini de lutter pour ses propres objectifs. Le problème, c'est que nous non plus. Et après, la question, c'est celle du centre de gravité. Ça a été dit tout à l'heure. Le centre de gravité de la gauche, c'est un des éléments fondamentaux qui ont permis la situation actuelle. Mais il s'est déplacé vers la gauche. D'une époque où la gauche, même il y a une époque, quand j'étais petit,
le mot la gauche, ça voulait dire le Parti socialiste. D'accord? Aujourd'hui, le mot la gauche, ça désignerait plutôt la France insoumise. Donc il y a eu un basculement vers la gauche de la gauche. Premier élément essentiel. Et il y a eu un élargissement du politique au social. Donc ce développement désormais possible d'un véritable front populaire. Je vais terminer en disant une chose à laquelle j'attache une certaine importance, même si elle est anecdotique. Vous ne m'avez pas entendu dire NFP. NFP, on dirait que c'est une organisation. Mais construire le Front populaire, ce n'est pas construire une organisation. Que chacun construise la sienne d'organisation. Construire le Front populaire, c'est faire front avec les autres. Dans un système dans lequel on continue de militer chacun pour sa propre hégémonie et que le meilleur gagne d'une certaine manière. La seule chose qu'on s'interdise, c'est de taper à bras raccourcis sur les autres au risque de faire perdre le rassemblement. Mais après, chacun développe ses propres objectifs. Et donc, ça n'est pas un objet, ça n'est pas une organisation qu'on pourrait désigner comme ça par un petit syntagme tout simple, NFP. C'est le nouveau Front populaire. C'est le Front populaire, parce que nouveau, on n'est jamais nouveau bien longtemps. Voilà.